bien sûr cette ferme volonté pour arriver bien sûr à extirper tout ce qui nous frappe comme en sécurité dans notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, toujours entretien. Nous sommes là pour recevoir pour vous des figures pertinentes ou prépondérantes. Question pour nous bien sûr de vous mettre toujours au parfum du vécu quotidien congolais. Vous allez comprendre que l'actualité est toujours dominée par l'accord de principe signé au niveau des Doha entre le gouvernement congolais et le M23/AFC, mais également un autre accord qui fait encore couler beaucoup d'encre et salive, celui de paix qui est signé entre la RDC et le Rwanda au niveau de Washington. Alors on va tenter bien sûr de parler, disons, sur ce qui cadre avec la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, je suis avec un invité des hautes tailles, bien sûr, c'est bien lui qui va devoir expliquer tout ce qui se passe dans notre pays et surtout qu'il a aussi des fonctions à jouer dans notre pays. Je vais lui laisser la parole, il va se présenter et tout seul. Monsieur Joseph Kinzo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Alors, je ne m'irai pas vous présenter seul parce que je risque de mettre d'autres fonctions peut-être que vous occupez. D'où je vous laisse d'abord quelques minutes pour vous présenter. Qui est monsieur Joseph Kinzo? Que fait-il exactement? Oui, comme vous l'avez dit, je m'appelle Joseph Kinzo. Je suis président de et porte-parole de la notabilité et communauté Grand Kivu, qui réunit les communautés du Grand Kivu, les différentes barzas intercommunautaires et leurs membres, aussi les chefs coutumiers de cet espace, des 3 provinces et des notables. Aussi, je suis président du Congrès du peuple pour la paix, qui réunit des chefs coutumiers, des responsables des communautés tribales, mais aussi quelques notables, des personnalités représentant des forces sociales du pays. Très bien, je pense qu'en quelques mots, les gens ont compris. Autrefois, vous aviez organisé une manifestation quelque part ici à Kinshasa, bien sûr. Vous avez donné bien sûr sur la consultation des forces sociales de l'Est, bien sûr. Je ne sais pas, quelle a été la quintessence d'abord de cette manifestation? Oui, la rencontre organisée, c'est une série de rencontres, sous forme de concertation des forces sociales de l'Est de la République, particulièrement du Kivu, organisée dans le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes là pour écouter la voix des communautés, rassembler la voix des notables et aussi nous exprimer en tant que communauté. Parce que nous avons constaté un problème. Il y a un certain silence dans l'espace politique des différentes régions. Il y a un silence dans l'espace politique sur ce qui se passe au Kivu. Et nous nous sommes dit, là où des acteurs considérés majeurs ne savent pas hausser la voix et se prononcer, nous estimons que nous, en tant que communauté, en tant que responsables des structures coutumières et communautaires de la République, et particulièrement du Kivu, nous sommes dans l'obligation de hausser la voix et nous prononcer sur les enjeux de l'heure, et particulièrement la guerre à l'Est, avec tous les processus aux alentours de cette guerre. Et là, je parle du processus de Nairobi, du processus de Luanda, du processus de Washington et celui de Doha qui fait la une aujourd'hui. Pour nous, ces consultations, c'est de hausser la voix, non seulement encourager les institutions de la République pour ces efforts qu'ils fournissent sur le front, mais aussi allant par la voie des dialogues, par la voie d'échange, par la voie de concertation pour trouver l'issue ou la voie de sortie de cette guerre qui a tant duré et le sang qui a tant coulé dans cette partie de la République. Quelles sont les motivations qui vous avez bien sûr boosté à avoir cette initiative qui tente bien sûr de faire comprendre aux gens la situation qui se passe dans notre pays au niveau de l'Est? Vous savez, nous considérons, nous en tant que responsables des communautés,
que les communautés à l'Est sont emprisonnées. Quand vous êtes dirigé par une arme, votre voix ne compte pas. Et vous pouvez dire des choses, puisque là vous êtes imposé. Vous le connaissez très bien, les crimes odieux qui sont connus du jour au lendemain. Chaque jour, il y a des pertes en vies humaines. Et dans cet espace contrôlé, dans les centres-villes comme au village, chaque jour, il y a perte en vies humaines. Et nous avons estimé que nous, en tant que communauté originaire de cette partie du pays, nous sommes dans l'obligation, étant libres d'expression, de pouvoir communiquer à la face du monde. C'est que notre aspiration, communiquer à la face du monde ce que nous sommes en train de voir et comment nous voyons les voies de sortie proposées par les responsables ou ceux qui gouvernent le pays. Voilà ce qui nous motive, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut comprendre que derrière vous, il y a un soutien de quelques partenaires qui vous poussent bien sûr à réaliser ces genres d'actions? Nous ne sommes pas demandeurs de financement. Nous dépendons de nos cotisations en tant que notables, en tant que responsables des communautés. Nous cotisons, nous mobilisons des ressources au sein de nos communautés et cela nous permet d'organiser des événements, cela nous permet de nous retrouver et pouvoir organiser nos activités. Y a-t-il quelqu'un qui est disposé à pouvoir appuyer? Tant mieux, mais qu'il ne vienne pas influencer notre prise de position, qu'il ne vienne pas influencer notre prise de parole et nos communications et l'orientation générale de nos communautés. Nous voulons garder notre indépendance d'esprit, nous voulons garder notre liberté d'expression sans état d'âme et sans penchant politique, mettant bien sûr au centre d'intérêt la République et son peuple. Nous avions vu comment est-ce que vous étiez en train d'aider presque les déplacés ici à Kinshasa avec quelques billets verts, on peut dire comme ça, c'est pour leur survie. Les gens se posent des questions, d'où vient exactement ce financement? C'est toujours grâce aux différentes cotisations faites par les gens qui bien sûr vous soutiennent, ou il y a quelques hommes politiques qui vous ont tendu la main pour que vous arriviez à faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Je pense que dans nos communications, vous nous avez bien suivis dans toutes les rencontres. C'est ouvert à la presse, bien que nous ne savons pas payer toute la presse comme maintenant c'est pas facile d'avoir accès aux médias. Je tiens d'abord à vous féliciter de m'avoir invité sur votre plateau sans qu'on ait à négocier de ressources. Je tiens à vous en féliciter, mais du moins notre espace est ouvert aux médias, à la presse. Nos communications touchent la politique, mais ne sont pas politiques. Parce que nous ne pouvons pas non plus nous taire devant la politique qui a un impact sur nos vies au quotidien. Nous sommes dans l'obligation, en tant que citoyens, rester des citoyens engagés, des citoyens actifs et des citoyens capables d'interpeller ceux-là qui nous dirigent pour la bonne gouvernance. Non seulement les interpeller, mais aussi les encourager pour ce qu'ils font, que nous trouvons nous amenant vers la matérialisation de cette vision d'un grand Congo prospère, cette vision d'un grand Congo stable, cette vision d'un grand Congo pacifique. Nourrissez-vous des ambitions pour travailler avec le gouvernement si un jour accepte bien sûr de vous tendre la main? Je ne suis pas politicien. J'ai fait toute ma vie dans l'humanitaire. J'ai travaillé dans différents pays au niveau international. On a travaillé au Nigeria, on a travaillé au Burkina Faso, au Togo, au Kenya. Et ici, dans notre pays, on a eu à travailler. Actuellement, nous sommes volontaires au service des communautés. Est-il vrai que nous faisons des consultations de temps en temps dans des ministères, comme actuellement on aide le ministère de l'Intérieur à mettre en place un bon système de gestion des catastrophes. Ça sont des consultances qu'on fait par-ci et là. Pour ce qui est de l'engagement politique, personnellement, je ne suis pas politicien, mais
j'aspire à tout ce qui pourrait aider le peuple à se retrouver, et je pense que je le fais bien étant au niveau communautaire. Alors, il est question bien sûr d'interagir avec les acteurs politiques, mais pas nécessairement d'accéder à un poste politique. Très bien. Monsieur Joseph, vous êtes sans ignorer que la partie est de notre pays est sous menace existentielle, bien sûr, concoctée par le Rwanda et d'autres groupes armés locaux, je peux dire comme ça. Comment d'abord entrevoyez-vous cette situation qui a tant duré dans notre pays alors que nous avons une armée forte? Oui, cette situation, chacun, c'est comme un éléphant. Quand vous mettez un petit enfant devant un éléphant, vous lui posez la question, l'éléphant c'est quoi? Il peut voir le pied d'un éléphant et vous décrire le pied, puisque c'est à ce niveau qu'il arrive. Il y en a qui vont voir sa trompe et qui vont vous dessiner la trompe d'un éléphant et croire que c'est ça l'éléphant, ainsi de suite. Mais la question d'insécurité à l'Est, la question d'instabilité de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons toute une histoire derrière nous qui nous suit et les acteurs se relayent au fil du temps. Cela date de 1875 où les nations se sont réunies et ils ont estimé qu'ils doivent créer un espace en Afrique. Et cet espace, c'est le Congo d'aujourd'hui. Un espace de marchandage, un espace commercial pour les nations où ils viennent exploiter des ressources et nous, on est là comme des gardiens de leurs ressources. Voilà pourquoi, à l'époque où la technologie s'est développée par des pneus, on a vu, on coupait des bras de nos frères, de nos aïeux, de nos ancêtres, puisqu'ils ne savent pas récolter les VA. Est-ce que ce n'était pas une guerre, ça? Savons-nous lier cette histoire à celle d'aujourd'hui? La vie humaine congolaise n'a jamais compté dans l'histoire des nations. Cela continue, ça c'est l'époque coloniale. On se marchande le pays, on donne à un monsieur pour gérer, là je parle de Léopold II, pour que les nations restent se retrouver à travers lui. On finira par céder à la Belgique, considérant que c'est le plus petit pays au niveau de l'Europe et qui n'est pas trop ambitieux et qui ne va pas bloquer les autres à pouvoir accéder. Voilà pourquoi même le siège de l'Union européenne va se retrouver à Bruxelles, puisqu'ils ont fait un bon travail, ils ont bien servi l'intérêt des nations à travers le Congo. Si je vous dis aujourd'hui que le Congo est aussi une source de bénédiction de la Belgique et qui fait qu'ils ont le siège de l'Union européenne, peut-être vous aurez à beaucoup réfléchir, mais documentez-vous. Alors, on va au niveau des États-Unis qui est fait la puissance mondiale et qui, à chaque moment, a les capacités de choisir dans chaque région un caporal ou un directeur de discipline qui veille sur nos autres nations. Hier, c'était Mobutu. À l'époque d'Isaïr, c'est nous, la RDC, qui faisions la loi dans cette région d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est Kagame et donc c'est le Rwanda qui joue ce rôle. Mais on sent que ce qui est visé, c'est beaucoup plus la RDC, puisqu'il y a une forte concentration de ressources, pétrole, minerais, des terres arables, forêts, eau, et tant d'autres que je ne saurais citer en termes de ressources naturelles. Alors, cela fait que nous devenions la risée du monde. Ils visent la RDC et ils estiment qu'à travers la RDC, ils sont capables de maintenir leur puissance. Mais ils doivent aussi contrôler la RDC pour que la RDC n'échappe pas à leur contrôle, tel que la Chine a échappé et s'est développée en grande puissance mondiale. Les puissances veulent se maintenir et qu'il reste les mêmes qui fassent la loi au niveau mondial. Or, pour devenir puissant, vous avez besoin de quoi exactement? Vous avez besoin d'une vision, vous avez besoin, et quand on parle de vision, c'est le leadership, vous avez besoin de ressources humaines, vous avez besoin de ressources naturelles. Alors, ici au Congo, il y a les ressources naturelles en abondance, on l'appelle scandale géologique. Ici au Congo, il y a les ressources humaines. On a une population qui navigue dans les 100 millions d'âmes, donc c'est un très bon marché.
Mais il y a maintenant la question de la vision nationale en termes de progrès, en termes de changement, en termes de transformation de vie. C'est à ce niveau maintenant qu'il y a un combat. Il faut contrôler pour que le pays reste en train de naviguer à vie. Vous venez avec une vision, soit vous devez mourir ou vous devez disparaître. Vous voulez imposer une vision ou rassembler la nation autour d'une vision, vous êtes la cible du monde et qui utilise malheureusement nos frères pour nous mettre à genoux. Voilà pourquoi la naissance de mouvements tels que les M23 et les autres qui jouent le jeu de l'ennemi, qui sont instrumentalisés par l'extérieur. Et cet extérieur-là, il y a le caporal régional et il y a le commandant des nations qui leur donne, fixe la mission, les modalités, la stratégie d'opération sur terrain. C'est ce que nous vivons à l'Est. C'est cette nation qui est visée, mais sa partie-là, on estime comme elle est éloignée de la capitale, sa fragilité, mais aussi la concentration des ressources minérales, des ressources minérales qui pourraient servir à la technologie actuelle. C'est ça même le fond de cette guerre. Voilà. Vous avez touché tant de points, c'est-à-dire que cette guerre qui a commencé depuis l'époque coloniale et consorts, mais moi j'aimerais m'atteler sur Kagame, parce que vous venez aussi de parler de Kagame ici, bien sûr, qui est en train d'instrumentaliser autre chose pour nous agresser. Comment expliquer les Rwandais qui est considéré aujourd'hui comme une souris naine, bien sûr, qui veut prendre la propension de voir un Congo Goliath, qui regorge d'ailleurs plus de 100 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est en quelque sorte une faiblesse que le Congo est en train d'exhiber face au monde entier? On ne peut pas lier quelqu'un les mains et dire qu'il est faible. La force commence par la liberté de mouvement. Ce pays n'a jamais été libre de ces mouvements en termes de prise d'élan pour le développement. Il y en a, c'est vrai, qui disent que nous sommes pleurnichards. On ne va pas le refuser puisque on est obligé de travailler à tous les niveaux. Et c'est là que j'interpelle les jeunes qui se lancent dans la musique et qui se lancent dans la prise excessive d'alcool et qui sont dans la danse, qu'il est temps de travailler. Allez cultiver les champs, faites ce que vous pouvez faire à votre niveau. Mais au niveau macro, on doit accepter que les autres travaillent pour qu'on n'avance pas. Tout ce que nous avons, on a besoin de personnes et de personnalités qui se sacrifient pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la nation. C'est pas pour rien que les institutions, jusqu'au niveau du sommet, sont menacées. Ils sont menacés puisqu'il faut, pour Mathéo, un visionnaire qui porte la vision et qui s'impose comme commandant général de la vision. Nous connaissons ce qui se passe au pays, nous connaissons l'actualité, on va comprendre que les grands porteurs de vision ou la personnalité au sommet de l'État est sous pression. Cette pression ne vise pas sa personne, mais cette pression ne vise pas plutôt un problème personnel, mais c'est le pays qui est visé. Comme même la Bible le dit, je vais frapper le berger et tous les troupeaux vont s'éparpiller. C'est ça la tendance. Pour nous bloquer, on doit bloquer la gouvernance du pays. Au-delà des blocages de la gouvernance du pays, on doit distraire la population. La population, en quelque sorte, est distraite. Et vous, en tant qu'agent de la presse, en tant que journaliste, tel que vous le faites, vous êtes là pour éveiller la conscience populaire, éveiller la population, non seulement qu'elle comprenne, mais qu'elle agisse en citoyen responsable. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Bunagana est toujours sous l'occupation de l'ennemi et il y a d'autres, bien sûr, localités qui sont toujours sous l'occupation de l'ennemi. Économiquement parlant, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que cette situation est en train de plonger notre pays dans une stagnation économique? Ben, écoute, quand vous parlez de stagnation, effectivement, ce qui s'est fait à l'Est, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de gens qui sont dans d'autres provinces qui croient que c'est un problème de l'Est.
mais du moins on doit reconnaître qu'il y a une certaine conscience nationale qui est née de par les sensibilisations, la mobilisation et l'information qui passe par-ci et là. Ça touche toute la nation. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars comme budget national de l'État. Mais ce budget, il faut voir le pourcentage qui va pour la sécurité et pour la guerre à l'Est. Vous allez comprendre que les ressources sont coulées pour raison de la guerre, et cela fait qu'il y a tant de chantiers qui devraient s'ouvrir au niveau du pays, mais qui ne peuvent pas s'ouvrir. Au-delà de ça, ça emprisonne les communautés de ce côté-là, du côté du Kivu et dans ces zones que vous avez citées, qui ne savent plus se développer, l'autoprise en charge, comme ça a toujours été le cas de ce côté-là. Donc on comprend que la guerre aussi a cette tendance non seulement à tuer, mais aussi à bloquer la machine du développement et du progrès pour que ce pays stagne. Donc la stagnation est instrumentalisée au niveau international, relayée par des citoyens qui malheureusement trahissent le pays, relayée par des citoyens qui sont paresseux, qui ne veulent pas se donner au travail, qui ne veulent pas enrôler les enfants dans l'armée. Et là, nous tenons à féliciter les Wazalendo pour le grand travail qu'ils font de défense de la patrie, de protection de nos communautés à l'Est. Et l'armée qui se débrouille tant bien que mal pour pouvoir sauver le pays de cette situation. Donc si nous comprenons très bien, nous sommes agressés parce que nous avons des ressources naturelles potentielles. Si je comprends très bien, on va évoluer parce que l'État n'est pas notre compagnon. Vous avez expliqué très bien les choses et autres. Autrefois, c'était le M23. Aujourd'hui, c'est l'AFC M23. Nous avons vu Nanga qui a créé l'AFC au niveau depuis Nairobi et consorts. Et Nanga est allé s'installer au niveau de l'Est de notre pays. Après un certain moment, nous avions vu la présence de notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Et après quelques jours, il a commencé des consultations. Vous, en tant que citoyen congolais, et surtout, je peux dire que vous êtes de cette partie qui est sous occupation, comment d'abord voyez-vous cette situation, ou quelle est votre lecture par rapport à la présence de Joseph Kabila de l'autre côté? Bon, vous parlez de la transformation M23, AFC, Nanga et consorts, c'est très bien, mais il faut commencer plus loin. La mort de Lumumba, il a été tué puisque, je vous l'ai dit, il faut tuer les bergers ou les gardiens des troupeaux pour les disperser. Et ça continue, c'est la déstabilisation avec l'entrée de l'AFDEL. On n'a pas laissé cette liberté de passation de pouvoir entre Mobutu et sa suite. On connaît tout ce qui s'est passé autour. Et Kabila qui voulait rehausser la tête, il a été tué. Et par la suite, d'autres ont été placés à la tête du pays. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi, après Joseph Kabila que vous avez cité. On sent que le même combat qu'a mené Lumumba, le même combat qu'a mené Laurent Désiré Kabila, le même combat est mené aujourd'hui par le président Tshisekedi pour pouvoir aider le pays à pouvoir quitter cette pression internationale et interne et se mettre sur la voie du progrès et du développement. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les mêmes citoyens que nous sommes. Parmi nous, on choisit ceux-là qui doivent jouer le rôle. Tout ce qui étonne, c'est qu'on a vu hier le président Kabila prononcer à la tribune des Nations Unies que nous sommes agressés par le Rwanda. Il l'a dit ouvertement auprès des nations, il l'a dit dans ses discours sur l'état de la nation, ici à côté de moi au palais de la nation, il l'a dit dans ses interviews, et là il est président de la République. Aujourd'hui, en retraite, quand il se retrouve à Goma, passant par Kigali, nous nous posons des questions, nous en tant que communauté de l'Est. Hier, nous l'avons acclamé comme président luttant contre le M23, se retrouver maintenant gardé par le M23 à Goma, séjourner à Goma
quand tous les citoyens ont peur du coin et ceux-là qui y sont ne dorment presque pas, on se pose des questions. C'est à lui de répondre. Et j'ai posé la question, est-il toujours Mamami Maki ou bien il est devenu Mosopi Maki, Mopanzi Maki? C'est une question à laquelle il devra peut-être un jour répondre, mais nous pensons qu'il y a lieu de l'appeler à plus de sagesse, comme ça a toujours été prôné, et pour qu'il soit plutôt une aide en termes de sagesse qu'il a encaissé peut-être durant les 18 ans, aider le pays à pouvoir aller de l'avant et tourner le dos à l'ennemi, qu'il ne soit pas la partie du problème, mais qu'il soit la partie de la solution. Très bien, je ne voudrais pas entrer en profondeur parce que nous risquons de bouger toutes les minutes. À présent, parlons un peu de l'accord de paix qui a été signé au niveau de Washington entre la RDC et le Rwanda. Comment jugez-vous cet accord? Est-ce que la RDC était prête, bien sûr, de signer un tel accord? Oui, malheureusement, c'est à ce niveau que nous avons souvent des difficultés. Les gens interprètent les choses de manière trop superficielle. Si vous suivez très bien la guerre depuis qu'elle a commencé, le président Tshisekedi a dit « Je ne veux pas négocier avec ces pantins ». Je répète ces mots. Je veux ramener le problème à ses origines. Je dois me faire ce devoir de féliciter le chef de l'État du fait qu'il ait tenu sa promesse. Aujourd'hui, les questions ne se discutent plus à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, puisque ce n'est pas de là que vient le problème. Nairobi, Luanda, oui, puisque nos frères africains doivent nous aider. Mais là où les choses se décident, c'est à Washington. Qui dirige le monde si ce n'est que les États-Unis? Hier, on nous montrait que le problème c'est à Kigali. Mais ce n'est pas à Kigali. Je pense qu'il a tenu sa promesse, il a ramené le problème là où il doit être. Alors, qui veut parler là-bas? Ceux qui parlent là-bas, ce sont ceux qui commandent. Ceux qui parlent là-bas, ce sont ceux-là qui ont un rôle à jouer sur terrain, les M23. Ceux qui parlent là-bas, ce sont les caporaux, les caporals même de la région, qui jouent le rôle de relais et qui malheureusement est la main d'extermination. Sont eux qui parlent. Mais ils parlent où? Ça la question. Je ne suis pas là pour vous poser des questions, c'est vous qui les posez. Mais je vais vous dire une chose. Doha, c'est une grande ouverture pour le pays, comme Washington, c'est une grande ouverture pour le pays. Pourquoi Doha? Le Qatar finance à 40% annuellement le budget de l'État rwandais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. L'année passée, je travaillais dur avec les communautés du Kivu pour qu'on rencontre le roi qatarien et son gouvernement au mois d'août l'année passée. Malheureusement, toutes les portes nous ont été fermées. Mais nous savions que c'est là où il fallait que le problème se résolve. C'est depuis le mois de janvier et février que tout le monde maintenant parle de Doha. Mais nous avons commencé à parler de Doha il y a de cela une année jour pour jour. Et plus d'une année. Je parle du temps où on s'est décidé finalement d'y aller en tant que chef coutumier, responsable des communautés à Doha, pour échanger avec eux et leur dire « Vous financez le Rwanda en recherche des ressources qui se retrouvent au Kivu. Coopérez avec la gouvernance du pays. Et nous, les communautés détenteurs de terre et du pouvoir ancestral, pour accéder à ces ressources. » Alors, ils ont préféré discuter de cela avec notre pays en présence du Rwanda. Mais je veux vous révéler une chose. Nous ne discutons pas avec les M23 ou le Rwanda. Nous discutons avec ceux-là qui détiennent la clé de ce problème. Mais ils ont préféré mettre au devant leurs instruments. Eh bien, est-ce qu'on va refuser? On est en position de faiblesse telle que vous avez dit. Donc on peut comprendre que le Rwanda est considéré comme un tremplin pour les États-Unis. C'est un tremplin. C'est un tremplin, mais qui malheureusement a perdu cette conscience africaine. La solidarité africaine, il ne devrait pas jouer ce rôle-là. Puisque la roue tourne encore et ça peut le rattraper toujours.
malheureux est celui qui tue son frère. Tuer son frère surtout pour les intérêts des autres. Mais nous, en tant que nation congolaise, on est ouvert au dialogue interne, ouvert au dialogue avec les voisins, ouvert au dialogue avec ceux-là qui veulent faire le business chez nous. Et c'est pour cela que vous allez voir que ces accords vont dans le sens du business, dans le sens d'exploitation minière et autres. Vous pensez que le Rwanda a des moyens à investir au Congo pour exploiter les ressources? Je vous ai dit que le dialogue, c'est entre ce pays et notre pays. Le Rwanda, les M23 viennent pour jouer un rôle. Quand tu as un procès, le choix d'avocat ne me concerne pas. Hein. Si tu me dis je t'envoie Justin comme avocat, je t'envoie Augustin comme avocat, est-ce que moi j'ai à dire là-dessus? C'est à moi de voir si j'affronte ton avocat comme il parle à ton nom, ou alors je prends aussi un autre avocat qui se pointe à mon nom. Voilà, donc le problème est revenu à sa source et nous tenons à féliciter sincèrement le président Félix Tshisekedi d'avoir tenu jusqu'au bout pour ramener le problème à ce niveau. Doha, c'est une grande ouverture. Washington, c'est une grande ouverture, mais nous devons aller jusqu'au bout. Ce que nous déplorons, nous en tant que communauté du Kivu, et les communautés nationales de par les 26 provinces, c'est l'absence d'autorité traditionnelle, l'absence des communautés victimes de cette agression, cette atrocité qui se passe à l'Est dans ces espaces des échanges. Nous ne pouvons pas y être tous, mais nous pouvons y être représentés. Est-il vrai qu'après nos deux concertations, nos sessions de concertation aux affaires étrangères, on a vu le chef de l'État choisir les uns de nos notables pour aller à Doha discuter. Peu importe qu'ils viennent de Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï, du Katanga, c'est toujours un Congolais. Mais du moins, dans une bonne politique de défense et de protection d'un peuple, c'est toujours utile de l'associer. Et c'est à ce niveau que nous félicitons le fait d'avoir choisi les uns de nos notables tels que le ministre Jacquemain Chabani, qui a été à Doha et qui reviendra. On pense que ça commence à avancer vers la participation active de la zone touchée, mais nous aimerions que ça aille jusqu'au niveau des communautés et d'autorités traditionnelles. Mais M. Joseph, selon vous, bien sûr, est-ce qu'on peut dire que la RDC a négocié cet accord en position de force ou de faiblesse? Parce que ce qu'on est en train de voir actuellement, que l'AFC M23 s'impose aussi sur d'autres points et autres, voilà pourquoi est-ce que la RDC est parvenue, bien sûr, à signer de tels genres d'accords. Selon vous, la RDC a-t-elle signé ces accords en position de force ou de faiblesse? Nous sommes forts de nature. Le Congo est fort. Et vous le dites toujours, RDC et Loko Yamakasi. Sous les lèvres, bien sûr. Pas question. Les ressources humaines que nous avons, les ressources naturelles que nous avons font de nous une force. Mais on nous a lié les mains derrière le dos. Et le combat qui est mené même dans ce dialogue, c'est de nous libérer et nous renforcer davantage. Position de faiblesse, oui, puisqu'on nous a affaiblis. Affaiblis et assis sur nos ressources, mais comme nous ne sommes pas exterminés, la force est plutôt intérieure qu'extérieure. Position de force, visiblement, mais la force est intérieure. Donnons-nous la chance de négocier pour nous renforcer finalement, pour que ça ne revienne plus jamais. Ce qui est fait pour le moment, c'est nous rassurer que cela ne reviendra plus jamais. Alors, jamais. Après cet épisode, ça sera la fin de ce film qui attendirait. Monsieur Joseph, j'aimerais connaître un peu de parler sur un point. C'est vrai que la RDC fait face à une insécurité tellement galopante. Une insécurité qui a tant duré. Et aujourd'hui, pour extirper cette insécurité, ça devient un problème parce qu'on parle d'infiltration et qu'on sort au sein de notre armée. Nous sommes un grand pays. Sommes-nous obligés de signer un accord pour les causes de notre souveraineté ou de l'intégrité territoriale
alors que nous avons une armée plébiscitée et une armée forte et qu'on sort. Notre armée est en train de se renforcer, mais c'est une armée qui a été complètement affaiblie. Je vous donne une anecdote. Vous dites, vous avez deux enfants. On vous dit, monsieur, si vous voulez qu'on vous laisse libre comme on vient voler vos filles, on voudrait qu'on ampute la jambe d'un de vos fils. Là, on vous laisse libre avec vos filles. On vous dit encore, si vous ne voulez pas qu'on ampute la jambe d'un de vos fils, alors là, on vous injecte un virus. J'ai comme l'impression qu'il y a une bonne période avant cette gouvernance actuelle où on a évité d'amputer le pays, mais on y a injecté un virus qui l'affaiblit pour que le jour d'amputement arrive petit à petit et ça sera très facile à réaliser. Et le grand travail ici était d'abord de vider ce virus pour qu'on recouvre notre immunité défense interne. Et ça, ce n'est que normal. Quelqu'un qui a été affecté par un virus, vous ne pouvez pas commencer à lui faire des exercices pour dire qu'il va devenir fort physiquement. Vous devez d'abord vous rassurer que le virus est évacué. Après que le virus soit évacué, maintenant il commence le réchauffement, la nutrition et se développer pour renforcer son immunité et redevenir fort, capable d'affronter tout défi à lever devant lui. C'est à ce stade que se trouve notre pays. Et nous devons accepter que le virus sorte d'abord, le renforcement va suivre par après. Mais il faut que ce renforcement passe par la prise de conscience nationale. Et c'est ça notre rôle, que les communautés soient au centre du travail qui s'est fait au niveau national et international, voire même atterrir au niveau du pays pour une appropriation, passant peut-être par un dialogue national inclusif qui fera que les fils et filles de ce pays, dignes de ce nom, pas ceux-là qui ont versé le sang, à pouvoir travailler ensemble, s'unir, se dire des vérités pour aller vers la réconciliation nationale et la reconstruction. Ce pays a besoin d'être refondé. Nous devons refonder notre nation, mais on ne saura le faire avec un pays presque amputé. Pourquoi ce travail qui se fait suscite de l'espoir. Suscite de l'espoir et exige un soutien de chacun pour la réussite de là où nous allons. Puisqu'on parle de nos forces armées, et d'ailleurs qui nous saluons donc leurs efforts, vous et moi avons bien sûr observé toute une vague d'interpellations, bien sûr. Vous l'avez observé et bien sûr, dans les rangs de notre armée. On peut dire comme ça, il y a d'autres d'ailleurs qui sont arrêtés selon les déclarations d'Augustin Kabouya et consorts. D'autres parlent d'une trahison et d'autres parlent bien sûr d'infiltration. Alors, à ce stade, peut-on bien sûr dire que la réforme de notre armée est un impératif vital pour bien sûr démanteler et extirper ces fléaux qui attendent frapper notre pays? La réforme de l'armée n'est pas négociable. Vous savez, quand vous héritez une maison, vous n'êtes pas obligé de dormir sur le même lit que dormait votre prédécesseur. Vous devez l'équiper. C'est tout ce que je puis dire. Alors, pour ce qui est de l'armée, moi j'estime que tous ceux qui sont ramassés par-ci et là, parlant de tentatives de ceci ou cela, c'est une réalité que nous avons toujours vécue. La résistance qu'a fait le chef de l'État, le président Tshisekedi, contre l'agression, ne pouvait que lui attirer des ennuis. Et c'est à ce niveau, encore une fois, que communiquer pour nous, les communautaires, ça n'a jamais été facile. Tantôt, le pouvoir croit que vous les attaquez. Tantôt, les gens croient que vous êtes tellement alliés du pouvoir que vous êtes devenus politiciens. Mais nous devons reconnaître que le président Tshisekedi a beaucoup résisté pour
Kabila Mzee, ça a été de d'août 98 à janvier 2001. Cela veut dire que ça n'a pris que 2 ans. La 3e année, il a été éliminé. Le président Tshisekedi se bat avec cette guerre depuis fin 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 2025 plutôt. Donc ça fait presque 5 ans. Il se bat, il résiste. Et si aujourd'hui, on peut attenter à sa vie, ce n'est que normal, on ne fait que s'attendre à cela. Mais nous devons, nous en tant que citoyens, savoir que cet homme est devenu un patrimoine national. Nous devons le préserver. Nous devons le protéger, nous devons l'accompagner. Y a-t-il de ceux-là qui sont instrumentalisés de la même manière qu'à l'Est, les frères, des amis, des membres de nos communautés, quelques-uns, malheureusement, sont des citoyens perdus. Et ceux-là qui viennent de nos communautés, nous disons, ils ne nous appartiennent plus. Ils ont choisi leur camp. Quand ils choisissent les camps d'attaque contre le pays et de versement du sang de leurs frères, ils ne sont plus de nôtres. S'ils doivent revenir, ils auront pardon à la nation. C'est de la même manière qu'il y en a parmi nous ici, au niveau de la capitale, qui peuvent être achetés et utilisés pour éliminer celui-là qui porte l'étendard de cette lutte. Et c'est le président Tshisekedi. Alors, l'histoire nous interpelle. Nous avons perdu Lumumba, nous avons perdu Kabila Mzee, nous n'avons pas le droit de perdre Tshisekedi. On le regrettera de beaucoup d'années. On le regrettera pour de bon. Alors, est-il vrai que dans des circonstances pareilles, des tentatives de coup d'État, des fois aussi les services vont dans tous les sens, il peut y avoir des règlements de compte, mais du moins, je ne pouvais que m'attendre à ce que le chef de l'État soit attaqué. Et ce n'est pas fini. Nous devons inviter nos services à redoubler d'efforts, à veiller sur les institutions, en commençant par la tête, jusqu'au niveau de celle qui est réel sur la base. Merci. Un article. Aller se présenter devant la justice et justifier ce qu'ils ont pris comme décision et en tirer les conséquences. Et d'autres, bien sûr, sont entraînés et qui voudront bien demander pardon à la nation et démontrer clairement, avec preuve à l'appui, qu'ils veulent travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intégrité territoriale. On peut les intégrer. Croyez-vous que les signataires vont respecter ces accords? Le respect des accords dépend de celui qui les parraine, dépend de celui qui négocie. Mais pour ce cas typique, c'est la question de l'engagement des nations fortes, en commençant par les États-Unis, pour faire respecter sa parole, puisqu'il l'a signé, et ils sont allés jusqu'au bureau ovale pour pouvoir prendre cet engagement. C'est maintenant que l'Amérique, les États-Unis vont montrer réellement que leur leadership est réel, un leadership rassembleur, un leadership juste, un leadership équilibré. C'est à eux de démontrer de quoi ils sont capables. Mais sachez très bien que même si ceux-là sont censés nous accompagner, ne le faisaient pas, Dieu est vivant. Dieu ne dort pas. Deuxième chose, même si ceux-là ne voudront pas le faire, ce pays ne restera pas à genoux. Ce pays a une mission, ce pays est l'élément déclencheur du développement et de la transformation de l'Afrique. Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous y croyons et nous savons que cela étant, nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Mais quand il s'agit de négocier, on est ouvert pour parler aux négociations, aux échanges, mais pas de n'importe quelle manière. De manière responsable, de manière civilisée. Très bien. Maintenant, comment arriver à détecter celui qui est congolais et celui qui ne l'est pas? Parce que, parlant de l'infiltration et consorts, il y a d'autres officiers qui se sont fait passer pour des Congolais et d'ailleurs qui ont des cartes d'électeurs congolais, je peux le dire comme ça. Comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre face à cette situation? Cette question de qui est congolais, qui ne l'est pas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? La question de la nationalité a été tranchée par la constitution actuelle et nous qui sommes de l'Est,
du Kivu particulièrement, puisque moi je me pose maintenant des questions de plus en plus sur cette question de l'Est. L'opposé de l'Est, c'est quoi? Donc le pays, on a tendance à bipolariser le pays. Et on devrait éviter ce mot, excusez. On a les grands Kivu, on a le Grand Katai, Grand Kassai, Grand Katanga, Grand Oriental, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Léopoldville, Kinshasa. Et au Kivu, particulièrement ce qui se passe là-bas, nous, en tant que responsables des communautés, nous nous connaissons. Et nous connaissons ceux-là qui font partie de nos communautés. Si j'évoque la question, par exemple, pour les communautés Tutsi, les communautés Banyamulenge, les communautés Hutu, on les connaît. Et ceux-là qui viennent du Rwanda, qu'ils soient Hutu ou Tutsi, ils sont bien connus. Très bien. Ils sont bien connus et nous ne pouvons pas faire une confusion à ce niveau. Très bien. D'où ce n'est plus une question de nationalité ou pas. Ça, c'est déjà tranché par la Constitution. Mais les Rwandais sont sur notre sol et ils doivent rentrer chez eux. Ce n'est pas négociable. Très bien. Monsieur Joseph, cette affaire de l'accord de principe de Doha à Washington, bien sûr, a suscité beaucoup de réactions péjoratives, bien sûr, dans la population. Il y en a d'autres qui disent que voilà, le régime en place a accepté de signer cet accord pour faire paraître comme c'est une résolution momentanée, pour faire sauver, bien sûr, ce régime, afin, bien sûr, qu'il ne soit pas peut-être redevable plus tard face à la population congolaise. Est-ce que vous êtes sûr avec ce genre de réaction qui compte la population? Pour nous, la négociation... Parce que Kabila l'a fait aussi en 2013. Il a négocié avec le M23 et consorts et il y a eu la paix. Et après un certain moment, ça refait surface. Oui, ben écoute, on n'est pas obligé de faire du copier-coller. Puisque si le copier-coller on donnait des résultats, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'il y a une stratégie actuelle. La stratégie était de ramener le problème à ses racines, à ses origines. On n'a jamais parlé de Doha dans ce pays. On n'a jamais parlé de Washington dans ce pays. Ça a été très rare de voir les États-Unis s'impliquer dans un conflit jusqu'au sommet de l'État. Et moi, j'estime que nous sommes arrivés à la fin de ce problème si nous nous assumons et que nous jouons très bien notre rôle. Copier-coller n'existera pas. Hier, nous avions Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a sa méthodologie, il a sa stratégie. La nation est en train de suivre. On voit l'avancement de la chose. Nous lui demandons, nous sollicitons qu'il accélère, qu'il avance encore davantage et qu'il nous écoute en tant que communauté. Kinshasa avait déclaré qu'il ne négociera pas avec le M23 et aujourd'hui, ils ont accepté de négocier avec ces mêmes personnes. Est-ce qu'on peut comprendre que la RDC ou le gouvernement congolais s'était retrouvé dans un pétrin? Voilà pourquoi il était obligé d'accepter cette rencontre ou cet accord. Il y a dans chaque esprit a sa lettre. Et à chaque moment que vous voyez un acte politique être posé, sachez qu'il y a l'enveloppe et il y a le contenu. Le contenu de ces échanges qui se font à Doha et à Washington, c'est une négociation d'exploitation des ressources naturelles et de voies sorties de ces caporaux internes et externes qui ont été utilisés par les puissances mondiales. Dire que le Congo maintenant, le gouvernement congolais négocie avec les M23 ou avec le Rwanda, c'est la façon de communiquer officielle. Mais de par la petite expérience que j'ai, je peux vous attester que maintenant nous sommes là où le problème devrait être résolu et les Doha, le Qatar savent ce qu'ils sont en train de faire, les États-Unis savent ce qu'ils sont en train de faire. Le problème est revenu à ses racines. Qui négocie? Je vous ai parlé de l'affaire d'un monsieur accusé et son avocat. Je vous ai parlé d'un commanditaire d'affaires et de son instrument. Le Rwanda est un instrument, le M23 est un instrument,
eh bien, ils sont avec ceux-là qui les ont appuyés hier, et peut-être qui les appuient aujourd'hui. Comment ils négocient, qui leur donne les mots, comment ils les disent, ça c'est autre chose. Je vais vous dire une chose, le gouvernement, le chef de l'État a tenu sa parole, nous lui en remercions. Pour moi, si ceci se faisait à Goma ou à Bukavu, je dirais que c'est une farce. Mais à Doha, à Washington, tu sais de quoi je parle. Le problème est revenu là où il devrait être négocié. Donc, à vous maintenant, en tant que journaliste, faites l'investigation, essayez de comprendre le contenu des échanges. Vous comprendrez qui négocie réellement. Nous avons fait arriver des négociations à la sommité mondiale. Voilà. L'inclusivité exige. Est-il vrai que nous avons encore la Chine en face, l'Europe qui n'est pas inclue dans ce processus? Peut-être demain ils reviendront aussi à charge, mais il faut que la diplomatie soit renforcée. Et j'en profite pour féliciter la ministre Wagner qui a démontré que la femme est capable. Voilà pourquoi nous allons continuer à entretenir le genre dans ce pays, puisque femme a montré de quoi femme est capable. Kinshasa nomme le gouverneur du côté de l'Est, l'AFC M23 nomme également le gouverneur. Peut-on comprendre que le Nord Kivu, le Sud Kivu, c'est un État dans un autre État, ou peut-on parler bien sûr de la balkanisation qui était déjà bien sûr bien préparée? Ce pays n'a qu'un seul président de la République, un seul chef d'État. Avec des gouvernements. Ce pays n'a qu'un seul gouvernement, ce pays n'a qu'un seul parlement, ce pays n'a qu'un seul Sénat, ce pays n'a qu'un seul cour, une seule cour constitutionnelle. Ce qui se fait là-bas, c'est du banditisme, et ça va finir. Très bien, on est déjà arrivé à la fin de notre mission. Au président Joseph Nkinzo, je rappelle que vous êtes président et porte-parole bien sûr notable du Grand Kivu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos actions face à tout ce qui se passe comme accord et insécurité qu'on sort? Regardez votre caméra parce que nous chutons déjà par là. Nous avons bougé presque toutes nos minutes. Oui, ce qu'il y a à retenir de nos actions en tant que notabilité communauté Grand Kivu, nous avons travaillé pour mobiliser les communautés à ne pas accepter s'allier à l'agresseur. Si aujourd'hui vous attendez depuis que nos villes sont récupérées à l'Est et que les territoires sont récupérés par les M23 sous contrôle, c'est plus que les communautés résistent. Très bien. S'il n'y avait pas de résistance, ils seraient en paix de l'autre côté. S'il n'y avait pas de résistance populaire, les Ouazaliens ne seraient pas sur le front. À 20 km de Bukavu, à 10 km, les gens se battent. Qui se bat là-bas? Ce sont nos communautés. En amont, nous avons fait un travail et ce travail produit. Le produit de notre travail, c'est la mobilisation communautaire. Nous avons travaillé, la notabilité communauté Grand Kivu a réconcilié tant de communautés qui étaient en conflit. Il y a eu un travail d'échange, de dialogue et de réconciliation entre les communautés. Pas loin que le 14 août 2007, on a réconcilié la communauté Hutu et Nandé qui se battaient entre eux. Il y avait maintenant des problèmes de morts d'hommes même. Ils se sont réconciliés solennellement au gouvernement de province sous le leadership de la notabilité communauté Grand Kivu et l'accompagnement du gouverneur Chirimwami paix à son âme. Au Sud Kivu, on a fait le même travail. En 2023, du 20 au 24, on a organisé les dialogues intercommunautaires, la table ronde sur la paix et le développement du Sud Kivu, étant notre travail sur terrain. Et même là où nous sommes, nous travaillons sur terrain. Nous sommes ici, mais notre cerveau, nos pensées, et un travail de fond s'est fait sur terrain à partir de ce que nous avons comme mission et comme vision de cette partie qui doit rejoindre le pays et construire cette nation forte. C'est notre rôle en tant que communauté et nous n'allons pas baisser des bras. Une question directe, M. Joseph Nkinzo. Aujourd'hui, si le gouvernement acceptait bien sûr de vous tendre la main, financièrement parlant, serez-vous d'accord, oui ou non? Si le gouvernement se décidait de financer le Grand Kivu, la notabilité communauté Grand Kivu, il sera en train de jouer son rôle puisque il est dit... C'est une question directe à répondre par oui ou non, vous avez beaucoup expliqué. Je vous dis que
Tout simplement, la loi sur les ASBEL prévoit que le gouvernement doit subventionner les ASBEL. Voilà, et nous sommes une ASBEL. Merci, nous vous remercions, M. Joseph Nkinzo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était bien sûr M. Joseph Nkinzo, lui qui est le président et porte-parole des notables du Grand Kivu. Je pense qu'il a expliqué, explicité bien sûr les questions d'actualité dont nous avons fait part depuis les débuts de cette émission. Alors, retrouvez-nous très prochainement avec un autre visage. Ciao.